Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fleur de sel. L'histoire que je m'apprête à vous lire, c'est Le destin blanc de Miyuki, de Koshka, illustré par Judith Gueffier, aux éditions Milan Jeunesse. Laissez-vous emporter et plonger dans un conte japonais. On dit, dans certaines régions du monde, que le prénom n'est jamais donné par hasard. Comme une graine, il recèle le destin de la personne qui le porte. On dit aussi que ce qui a été mal fait doit être un jour réparé. Voici, pour illustrer ces deux idées, ce qu'il advint il y a longtemps au pays du soleil levant. Bonne écoute! Il était une fois deux royaumes qui étaient aussi beaux l'un que l'autre. Leurs montagnes étaient d'égale hauteur, leurs rivières coulaient de haut en bas en fredonnant de belles chansons, et leurs terres fertiles recevaient tous les ans la visite des 4 saisons. Pourtant, depuis des années, par une sorte de tradition, leurs deux empereurs, Takechi et Chikao, se chicanaient sans relâche. À tour de rôle, chacun envoyait des soldats chez l'autre avec pour mission de voler ses poules et ses poussins, d'arracher les beaux légumes de son jardin et de piétiner ses fleurs. Mais, tant que leur rivalité se limitait à ce genre de larcin et de menue destruction, ce n'était pas vraiment grave. C'était seulement enfantin. Jusqu'à la terrible année où Takechi fit quelque chose d'effroyable. Il ordonna qu'on enlève Jin, la dernière-née de Chikao. Délicieuse et toute en finesse, la princesse Jin était jolie comme une fleur de coquelicot. À 4 ans, à l'âge de l'émerveillement, elle aimait courir derrière les papillons blancs. Ce ne fut donc pas difficile, comme on appâte un petit poisson innocent, de l'attirer au fond du jardin de son père en agitant, au-dessus du mur de l'enceinte, un merveilleux cerf-volant. Apercevant l'oiseau de soie, la fillette arriva en poussant des cris de joie. Mais, tapi dans l'ombre d'un buisson, un homme de main de Takechi sauta sur elle et l'attrapa. Ensuite, il la fourra dans un sac où se trouvaient des provisions, ficela le sac et le jeta au fond d'une charrette en bois. 15 jours plus tard, fatiguée et étourdie par le voyage, Jin sortit la tête de son sac. Elle se trouvait sur une table, et le médecin impérial de Takechi l'examinait. La fillette ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Le vieil homme la rassura, caressa sa joue, plus douce qu'un pétale, et lui donna à boire le contenu mielleux et très sucré d'un flacon. Jin tomba dans un sommeil très profond. À son réveil, tels des bateaux qui avaient fait naufrage et qui gisaient au fond des mers, hors de portée sous le sable, toutes les images de son enfance avaient déserté sa mémoire. Ainsi avait-elle oublié la voix profonde de son père, le joli visage de sa mère, sa petite chambre délicate aux murs de papier de soie qui laissait passer la lumière, son joli jeu de cerceau, sa petite poupée Mitsuko, son rossignol, son poisson et même jusqu'à son prénom. Le langage aussi s'était effacé en elle. Elle n'avait plus de souvenirs. Elle repartait de zéro. Alors, l'empereur Takechi, déjà conquis par sa fraîcheur,
la renomma Aiko. Ça signifie petit amour. Puis, sans rien dire de ses origines à quiconque, il la confia à un couple de paysans vivant non loin du palais afin que ceux-ci l'élèvent dans la beauté du monde, simplement. Enfin, pour achever d'effacer les dernières traces de son forfait, il fit tuer les soldats qui avaient enlevé l'enfant et détruisit le cerf-volant. Entre-temps, dans le royaume de Chikao, c'était la désolation. Fou de douleur, l'empereur fit fouiller les moindres champs. Jin était le soleil de sa vie. Elle était sa petite princesse. Alors, privé des doux rayons de son visage, et loin de ses rires et du son aigu de sa voix, il tomba gravement malade et vieillit prématurément. Et, en même temps que ses cheveux et sa barbe blanchissaient, son grand et beau pays pâlissait. Tant et si bien qu'en quelque temps, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel se volatilisèrent et disparurent aux quatre vents. Il n'y avait plus de bleu dans l'air, plus de vert sur la terre, et le rouge n'était plus la couleur des coquelicots dans les champs. Le royaume de Chikao était devenu tout blanc. Puis le temps passa qui fait pousser les roseaux et Aiko, anciennement Jin, s'allongea comme une tige. De son enfance, elle avait gardé sa peau blanche, ses cheveux noirs et sa bouche rouge coquelicot. Quand elle atteignit l'âge de 16 ans, l'empereur Takechi la fit venir jusqu'à lui. Il ne l'avait pas revue depuis son enlèvement. Aussitôt qu'il l'aperçut, il tomba sous son charme et lui demanda en mariage. Sous un cerisier en fleurs eut lieu la célébration. De leur union naquit une fille. Alors, comme le voulait la tradition, l'empereur, son père, se retira sur les hauteurs de la montagne afin d'entendre son prénom. Pour arriver jusqu'aux oreilles des humains, la voix venue du fond des âges pouvait emprunter 3 chemins: le souffle du vent, le chant de l'eau et la bouche des animaux. En quête de l'endroit favorable, Takechi grimpa très haut. À la nuit tombée, il s'assit sur un rocher situé près d'un cours d'eau et caressé par un saule. Pendant longtemps, l'empereur n'entendit rien. Puis, il ferma les yeux dans une position de méditation profonde, propice à la concentration. Il se sentait fort de la naissance de sa fille et semblait avoir oublié les circonstances cruelles par lesquelles Aiko, qui s'appelait Jin, est arrivée jusqu'à lui. Mais le temps n'efface pas les choses. Il les inscrit à tout jamais dans la grande histoire du monde et, le moment venu, d'un coup de vent peut les réveiller en sursaut. Miyukiki, Miyukiki, siffla soudain le vent en secouant les branches du saule. Miyuki, répéta l'eau en faisant danser ses flots. Miyuki, cria un petit oiseau. Alors, dans l'aube fraîche qui se levait, Takechi joignit ses mains et remercia vivement. Silence de neige profonde, c'est ce qui signifie Miyuki dans le langage nippon. Alors, bien sûr, Aiko trouvait ça très beau, mais ça sonnait au fond d'elle-même comme une étrange prémonition. Sa fille serait-elle muette? Allait-elle tomber malade? Mais, par la grâce du grand Bouddha, Miyuki grandit normalement. Débordante d'énergie,
elle était toute en harmonie. De sa mère, elle avait hérité la fraîcheur de la rosée et la gaieté du coquelicot. Mais, à 4 ans, à l'âge de l'émerveillement, quand elle se mit à courir derrière les papillons blancs, une porte s'ouvrit dans son âme et, la nuit, quand elle était endormie, des rêves profonds s'emparaient d'elle et l'emportaient ailleurs, dans un autre royaume. Là-bas vivait un homme qui ne s'appelait pas Takechi et une femme qui n'était pas Aiko. Ils avaient une petite fille jolie comme un coquelicot. Sa chambre était délicate, elle aimait jouer au cerceau. Un soir, innocemment, Miyuki en parla à son père, mais la colère saisit celui-ci aussitôt. Alors, Miyuki referma sa bouche et ne parla plus des rêves qu'elle continuait à faire et qui l'envahissaient chaque jour avec plus de précision. À 5 ans, elle se mit à rêver d'un cerf-volant. La petite fille, qui s'appelait Jin, avançait vers lui en courant. À 6 ans, ses rêves amenèrent jusqu'à elle des nuées noires de corbeaux. Ils étaient peut-être 100. Nuit après nuit, pendant 1 an, ils lui racontèrent l'histoire d'un royaume qui était devenu tout blanc. Et, chaque matin, au réveil de Miyuki, il se dispersait dans le vent. Pourtant, un matin d'hiver, alors que Miyuki venait de se réveiller, elle aperçut un corbeau noir dans le jardin qui l'attendait silencieusement. Elle enfila son manteau rouge et alla vers lui tout doucement. Mais, au moment où elle allait le rejoindre, l'oiseau agita les ailes et se posa un peu plus loin, lentement. Là, un autre corbeau attendait, et ainsi de suite. Ils étaient pleins, qui semblaient lui dessiner un chemin. Miyuki le suivit en marchant. Ce fut le début d'un grand voyage. Parfois, Miyuki marchait sur la terre et, d'autres fois, les oiseaux la transportaient par le ciel. Ils traversèrent ainsi de nombreux paysages. Jamais la petite fille n'eut froid et jamais elle n'eut faim, car les corbeaux s'occupaient d'elle. Enfin, par un matin de printemps, ils arrivèrent au pays blanc. Il n'y avait plus de bleu dans l'air, plus de vert sur la terre, et le rouge n'était plus la couleur des coquelicots dans les champs. Miyuki frappa à la porte du palais. Le garde qui lui ouvrit la considéra étrangement. L'empereur Shikao, qui était vieux depuis longtemps, était à l'article de la mort et, selon un moine devin du royaume, seule une petite fille pourrait l'aider à mourir apaisée, si elle arrivait à temps. Après avoir reconnu le palais dont elle avait rêvé souvent, Miyuki fut conduite jusqu'à la chambre impériale où flottait une odeur d'encens. Couché dans un grand lit, l'empereur poussait des gémissements. Miyuki s'approcha doucement. « Je ne vous connais pas, dit-elle, mais j'ai rêvé de vous souvent. » Le vieil empereur ouvrit les yeux et ne crut pas ce qu'il voyait, car la petite fille était penchée sur lui, ressemblait à sa Jin comme une goutte. « Suis-je enfin mort ?» demanda-t-il. « Suis-je arrivé dans le pays de Bouddha ?»« Non, » répondit Miyuki. Alors l'empereur leva la tête et demanda qu'on l'aide à s'asseoir promptement. Dans son regard brillait une flamme disparue depuis déjà si longtemps. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il à Miyuki. « Qui es-tu pour lui ressembler autant »
Alors, debout près de lui, pendant un très long moment, la petite fille lui raconta sa vie dans le palais de Takechi, entourée de son père, l'empereur, et de sa jolie maman, et elle lui raconta ses rêves. Alors, Chikao comprit ce qui s'était passé et, dans sa tête, le film de la vie de Sajin se dessina tout doucement. « Et ta mère, est-elle heureuse ?» demanda-t-il. « Ressemble-t-elle toujours à ces fleurs de coquelicots que le printemps sème dans les champs ? Dans une autre vie, elle était ma petite fille. J'ai eu si mal qu'elle disparaisse brutalement. »« Oui, elle est très jolie, » dit Miyuki. « Ses yeux ne pleurent jamais, et toujours sa bouche sourit gentiment. Mon père l'appelle sa beauté du firmament. »« C'est bien, rentre chez toi, » dit Chikao. « Maintenant, je peux mourir tranquillement, et ne raconte rien à ta mère, puisque rien ne peut être changé. N'abîme pas son bonheur en lui disant la vérité. »« D'accord, je ne dirai rien, » dit Miyuki, et elle serra la main du vieil homme. Dans certains cas, quand on sait certaines choses, on ne peut plus faire comme si on ne les savait pas. Quand Miyuki sortit du palais, les corbeaux l'attendaient dehors. « Gardez-moi avec vous, » les supplia la fillette. « Emmenez-moi dans vos montagnes très hautes. » C'était sans doute une demande juste, car les corbeaux furent d'accord. Alors, un autre voyage commença. C'était un jour émaillé de jolies fleurs printanières, et, à chaque pas de Miyuki, une couleur réapparaissait derrière elle dans le royaume que la tristesse d'antan avait habillé de blanc. Ce fut d'abord la couleur bleue qui réapparut dans le ciel, puis ce fut le vert sur la terre, puis ce fut le rouge des coquelicots dans les champs. On dit que, lorsqu'elle arriva au sommet de la montagne enneigée où vivaient les oiseaux noirs, Miyuki, silence de neige profonde, était devenue presque blanche. Quant à la suite de l'histoire, elle diffère selon qu'on la raconte dans le nord ou dans le sud du Japon. Une version dit par exemple qu'un petit garçon vivant dans le palais de Chikao, fasciné par la petite fille, la suivit jusque dans les montagnes très hautes. Une autre dit que Miyuki vécut avec les corbeaux et qu'elle devint corbeau elle-même à la fin de sa vie. Et une troisième version raconte que sa mère, qui ne supportait pas son absence, pria la déesse du soleil afin qu'elle l'aide à retrouver son enfant. Mais on dit beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que le destin